Alors aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de la mort de Georges Bernard Mauvois, qu'on appelle communément Tijo. Et il est né en 1949 et il meurt à 61 ans, à 62 ans, en 2011. Je l'ai connu en 1956, c'est-à-dire il avait à cet âge 7 ans. Parce qu'en 1956, je suis élève avec son grand frère au lycée Schellcher. En 1956, ils reviennent de France, leurs parents reviennent de France, et lui, il a 7 ans et il est au cours élémentaire 2. C'est ce qui était intéressant pour moi à cette époque avec lui, c'est qu'il avait sa grand-mère à la Ravine Bouillet, qui avait une petite boutique, et sa grand-mère, quand il venait, leur offrait à tous des sodas, et lui, il buvait pas de soda, alors c'est moi qui buvais les sodas, il est super. Je me souviens de ça, je trouvais que c'était un gars extraordinaire, pour qu'à son âge, il ne boive pas de soda et de super. Toujours est-il que, pendant son adolescence, c'est un brillant élève, qui aime beaucoup les lettres, et il parcourt toute sa scolarité au lycée Schellcher avec des prix d'excellence, etc. Et en 1966, il a le bac et il est aussi militant des jeunesses communistes dont je suis moi-même membre. Il part faire des études, donc, après 66, et il tombe en France dans l'époque de mai 1968. Il est très critique, et lorsqu'il revient en 1969, tout en étant considéré comme un membre des jeunesses communistes, nous tenons une réunion au local du Parti communiste, et là, très critique à l'égard du PC, et en particulier, nous organisons en cette même année 1969, en septembre 69, une manifestation à l'occasion de la mort d'Ho Chi Minh. Et naturellement, ça, c'est très mal vu du PC. Et bien entendu, c'est l'époque où je suis exclu du PC. Et lui, il est mis à l'écart. Alors, son père est un des dirigeants du PC. Et lui, il est très critique. Il fait partie, à ce moment, d'un fameux groupe qu'on a appelé le groupe d'action prolétarienne, le GAP. Et ce groupe n'a pas existé longtemps, mais il s'est fait connaître en 1970 par la fameuse manifestation où les gens réclamaient d'entrer au stade Louis Achille pour voir Pelé. Parce que Pelé avait été invité à cela, et il repart en France par conséquent. Et nous sommes là au début des années 70. Il doit faire son service militaire. Et alors, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que il refuse de faire son service militaire, et comme Fanon, il rejoint l'Algérie. Alors, à la différence qu'à ce moment, l'Algérie est déjà indépendante, mais il refuse de faire le service militaire, et par conséquent, il part en Algérie avec son ami qui à l'époque nous le surnommions Soupe, mais il s'agit du grand poète qui s'appelle aujourd'hui Moncho Hachi. Et avec Moncho Hachi, il rejoint l'Algérie. Il est aussi, par conséquent, naturellement, cette désertion pose problème pour lui, pour sa famille. Il ne peut pas rentrer en France. Sauf qu'avec l'élection de Giscard en 1974, il y a une amnistie, et donc il peut retourner en France. Mais lorsqu'il retourne en France, il adhère à ce moment à un groupe, enfin il crée ce fameux groupe qu'on appelle Griffantais. Et ce groupe, eh bien, va sortir un livre qui est la première manifestation de Tijo Mauvois, qui s'appelle Chimay Liberté, Histoire des Antilles. Alors, Chimay Liberté, Histoire des Antilles, c'est vraiment l'ouverture de Tijo Mauvois
à l'histoire. Chimay Liberté, c'est un ouvrage, qu'il le dit d'ailleurs très fortement à l'époque, qui va dans le sens de ses convictions identitaires. Le titre lui-même, qui s'appelle Histoire des Antilles, il déclare dans cela que l'histoire a un sens et que il y a même une espèce de sens prédestiné, la liberté. C'est-à-dire les Antillais se sont battus pour la liberté. Et comme une espèce de destin, de certitude essentialiste. C'est-à-dire, quand on est Antillais, quand on est esclave Antillais, afro-descendant, le terme n'est pas très utilisé à l'époque, eh bien, on se bat pour la liberté. Et puis, le sous-titre, il l'appelle Histoire des Antilles. Mais ce sous-titre pose déjà un problème. Parce que c'est une divergence avec une large fraction des forces nationalistes qui ne veulent pas d'une histoire des Antilles, mais qui veulent d'une histoire qui serait soit celle de la Martinique, soit celle de la Guadeloupe, une histoire individualisée, puisque chaque peuple, il y a un peuple guadeloupéen, il y a un peuple martiniquais. Ce même ouvrage, Chimay Liberté, je vous ai montré, utilise largement le créole. Et c'est une époque d'ailleurs, dans les années 70, où l'irruption du créole dans les milieux culturels et dans les milieux intellectuels a une force. Il faut se rappeler les premiers festivals qui se faisaient à ce moment de la ville de Fort-de-France. Il faut se rappeler aussi les travaux de Jean Bernabé qui publie d'une thèse sur le créole, etc. Il faut se rappeler les textes de Joby Bernabé en créole, des textes très poétiques. Il faut se rappeler l'accueil enthousiaste qui avait été fait à cette époque à Sitokavé et en particulier à son théâtre qui s'appelait Les Couilles d'Or, avec un créole très poétisé, un créole haïtien très poétisé. C'est l'époque où on invite aussi le théâtre guadeloupéen qui s'appelle Le Cyclone, ou bien on invite Benjamin Jules Rosette, qui vient de l'émigration sur le créole, ou même ici à la Martinique, les tentatives qui se font déjà, par exemple, avec Marilyn Ampigny. Donc, il y a là une utilisation du créole qui est extrêmement importante, et dans Chimay Liberté. Chimay Liberté aussi a une autre originalité. Nous avons là affaire à une histoire fantasmée, en parlant des Kalinago. Alors lui, il dit encore les Caraïbes, mais les gens disaient les Kalinago. Il nous dit qu'ils vivaient en Bacarbé. C'est là, ils étaient qu'à vivre ensemble, contre 10 doigts en main. Donc, on avait affaire à un peuple qui était complètement uni, contre 10 doigts en main. Et c'est une écriture, alors l'écriture de son créole à l'époque n'est pas celle que le Gérec aurait voulu aujourd'hui, mais enfin, et puis il parle aussi de l'histoire africaine. Il insiste sur la reine Jinga. Alors la reine Jinga, dans l'ouvrage Chimay Liberté, c'est la référence absolue. Elle est de l'Angola, elle a été chef de la résistance anti-esclavagiste contre les Portugais, et il dit que notre histoire ici a été imprimée de l'esprit Jinga. Jinga, l'esprit Jinga, Jean Bedlo, l'esprit Jinga, toujours là. Et puis il dit, Africains, c'est ancêtre nous. Les griots, d'ailleurs, dit-il, élevaient les jeunes garçons et les jeunes filles dans la connaissance des sacrifices et des victoires de ceux qui les avaient précédés. Plus bel conte, c'était Histoire Pays, c'était Histoire enfants à Pays. Donc voilà, toute une histoire très posée par Georges Mauvois à ce moment-là. Il va s'éloigner de ces conceptions-là, mais il est intéressant de comprendre cela. Et puis, dans Chimay Liberté, plein de sous-titres créoles, bon, j'en ai relevé plusieurs, mais je peux en donner un, par exemple, il dit « Chêne maré nom, mais nom pété chêne ». Donc, voilà l'histoire. Il revient donc en Martinique, il a à l'époque 30 ans, quand il revient donc
en Martinique, et il enseigne l'histoire et la géographie. Mais il sent bien qu'il faut aller plus loin. Et comme son père, d'ailleurs, l'avait fait, lorsque son père avait été démis de ses fonctions des postes par l'ordonnance 1960, eh bien, son père est allé faire des études d'avocat pour devenir, des études de droit pour devenir avocat. Eh bien, lui, il décide d'approfondir ses connaissances en histoire et il s'inscrit à l'Université des Antilles et de la Guyane, où il va approcher Jacques Adélaïde Verland, qui à l'époque est un des meilleurs spécialistes de l'histoire antillaise et caribéenne. Il y a déjà donc une ouverture qui n'est pas cette fermeture sur l'histoire martiniquaise ou l'histoire guadeloupéenne, et il va réaliser un mémoire de maîtrise sur Louis des Étages, sur ce qu'on appelait l'affaire Louis des Étages. Et il va réécrire ce mémoire de maîtrise et il va publier en 1990, donc à ce moment, il a 41 ans, il va publier l'histoire de Louis des Étages et de son meurtre. Alors c'est intéressant parce que là on voit déjà tout son cheminement historique. D'abord, il a le goût des sources. Il va aux sources, il va voir la presse, il a vu toute la presse de l'époque, et il va aux archives. Ensuite, on se rend compte, d'ailleurs, il le dit dans le texte, de toutes ces lectures biographiques. Il a lu immensément dans ce que les Antillais ont écrit sur l'histoire du pays et sur l'histoire de la Caraïbe, et il les cite. Il cite toutes ces sources. Il a aussi le goût des témoignages. Lorsque il écrit l'histoire de l'assassinat de Zizine et des Étages, eh bien, il a de multiples rencontres avec des membres de la famille, avec des descendants ou des témoins, des gens qui ont vécu l'époque et qui ont pu lui raconter. Et donc, il va faire des recoupements. Et puis, il introduit aussi un élément, c'est un élément de la réflexion critique, non seulement la démarche méthodologique classique de l'historien qu'on connaît, qui vérifie ses sources, qui se demande qui c'est, à qui on s'adresse, d'où ça vient, quel est l'intérêt, pourquoi cela, etc. Mais il fait aussi une grande extrapolation, pas du hors-sujet, parce que quelquefois l'extrapolation peut être du hors-sujet, mais une extrapolation qui pose des problèmes, qui pose des questions, parce que c'est aussi un militant politique, même si il travaille sur ça. Et c'est l'époque où il va travailler avec des intellectuels haïtiens, en particulier Bernard Serretus, où il va écrire une revue qui s'appelle Chemin critique. C'est une revue haïtiano-martiniquaise. Vous voyez, donc il y a cet élargissement. On sort de la Martinique, on sort de la Guadeloupe, même s'il avait déjà parlé beaucoup de la Guadeloupe, mais on élargit la réflexion à toute la Caraïbe. Et parmi les ouvrages qui vont sortir à ce moment, il va nous sortir un ouvrage qui s'appelle Complot d'esclaves, qu'il sort en 1998, Complot d'esclaves. Et dans Complot d'esclaves, c'est une insurrection de 1831. Et là, il a beaucoup discuté avec quelqu'un comme Françoise Thésée, qui a beaucoup étudié l'insurrection du Carbet de 1822, c'est-à-dire 9 ans avant l'insurrection de 1830. Et dans Complot d'esclaves, eh bien, il nous dit dans l'introduction, et c'est intéressant encore pour comprendre son évolution, voici son texte, il dit: le lecteur, il veut de vaillants ancêtres, il veut des héros titulaires, susceptibles de conforter sa quête identitaire. Mais quant à l'historien, ses exigences de méthode risquent de frustrer l'amateur de mythes et d'épopées. Donc déjà, il fait cette distinction entre la mémoire et l'histoire. Et après, il dit, pour qu'elle soit fructueuse, la preuve scientifique doit faire fi
du culte des ancêtres. Alors c'est le même qui parlait des ancêtres africains, et là il dit il faut faire fi du culte des ancêtres, parce que la mémoire est gratifiante, cultuelle et sélective, l'histoire ne peut l'être. Il y a donc là une évolution encore dans sa démarche historique qui va se concrétiser lorsqu'il va se mettre à travailler avec Jean-Pierre Sainton. Alors l'idée de cette équipe, c'est de créer une encyclopédie antillaise, mais de l'aborder d'une autre manière et de voir l'histoire dans sa dimension caribéenne, c'est-à-dire que c'est une démarche qui adopte déjà ce que beaucoup d'historiens disent. Il ne faut pas une histoire localisée, mais il faut une histoire qui est insérée dans l'histoire mondiale, qui est insérée dans l'histoire caribéenne. Et là, quand il rejoint Jean-Pierre Sainton, il rejoint d'ailleurs une démarche qui ressemble à celle qu'il a faite. Moi, je connais bien aussi Jean-Pierre Sainton. Ils ont eu le même parcours d'historien. Jean-Pierre Sainton, par exemple, a écrit un ouvrage sur mai 67. Bon, il y était intéressé pour des raisons familiales, puisque son père était un des dirigeants du Gong en 1967. Il l'a écrit avec Raymond Gama. Mais Jean-Pierre Sainton, après, eh bien, va aller beaucoup plus loin et on laisse tomber l'histoire localisée et par conséquent, on va dans ce domaine, dans un domaine beaucoup plus large. Et il est donc collaborateur à cette encyclopédie qui n'a pas terminé ses 3 publications, puisqu'il devait y avoir 3 publications. Et dans ce travail où il est présent avec d'autres historiens de la Caraïbe, et guadeloupéens, martiniquais et guyanais, eh bien, il va travailler sur ce qu'il appelle le marronnage maritime, c'est-à-dire ne pas voir les nègres marrons uniquement se réfugiant dans les bois, mais essayer d'étudier ces nègres marrons qui fuyaient pour aller soit en Dominique, soit à Sainte-Lucie, ou soit de la Guadeloupe vers Antigua ou Montserrat, et il va étudier donc ce marronnage maritime qui est une autre dimension de l'histoire du marronnage et qu'on a publié après sa mort, l'histoire du marronnage maritime. Lorsque on parle donc de Georges Mauvois, il y a cet engagement militant, en particulier sur l'insurrection du Sud. Nous avons fait plusieurs débats. En particulier, dans ces débats, il a dit que s'il a étudié l'insurrection du Sud, c'est parce que j'avais moi-même dépouillé un certain nombre d'éléments du procès, mais il va travailler aussi sur Blénac, sur mai 1848. Il tient de nombreuses émissions radio, en particulier sur 1831, sur une insurrection qui s'est déroulée à Spoutourne et qui avait été décrit par Caroline Houdin-Bastide. Il en a fait un film, et d'ailleurs dans ce film, nous sommes les deux à intervenir, T. Georges Mauvois et moi-même, et il a aussi de nombreux contacts, je l'ai déjà dit, avec Françoise Thésée, qui a beaucoup étudié la formation de la ville de Fort-Royal, mais qui a beaucoup étudié aussi ce qu'il appelle le général Donzelot, c'est-à-dire toute la période qui va au lendemain de la défaite de Napoléon Ier jusqu'aux années 1830. Voilà donc un travail, un historien qui a chaque fois élargi son champ d'approche et qui a par conséquent contribué beaucoup à l'histoire des Antilles, mais qui a contribué beaucoup à la méthodologie historique, ce qui est extrêmement important, en la faisant évoluer et en évoluant lui-même. Voilà, j'ai pas voulu être trop long, mais je pense qu'avec ça, c'est un bon témoignage de la vie de T. Georges Mauvois, qu'on appelait Tijo. Merci.